Comme toujours, donc un public de qualité, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on est heureux de collaborer d'abord avec le Café culturel Belloran pour recevoir notre chère amie Inès Hayouni, qu'on connaît déjà depuis, on a même fait plein de blagues ensemble. Et voilà, et donc pour notre amoureuse d'Oran et de Morani, là je la redécouvre aussi sous une autre facette, parce que là elle se rapproche de l'Oranie, je ne sais pas ce qui lui arrive, le virus Kawahal, et voilà, donc grâce à la recherche et l'écriture, et ce qu'elle va venir nous partager aujourd'hui. Merci à Salima pour cette collaboration qu'on a démarré, qu'on démarre aujourd'hui. Et je ne sais pas si on en a fait durant l'année, je ne me rappelle plus, et qu'on va continuer. L'année passée, oui, je parle de cette année, et qu'on va continuer durant tout le mois de février, puisque le mois de février, ça va être pour toi. Voilà, c'est ton espace, c'est notre espace, c'est notre petite famille qui m'a raconté donc là. Et est-ce qu'on annonce, je te laisse annoncer. Oui, annonce. Donc, mercredi prochain, donc, on s'excuse d'abord auprès de l'auteur et auprès de notre public d'un tout petit décalage pour la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, c'était prévu un auteur de Mediana, qui est monsieur, le nom, j'arrive pas à retenir. Le nôtre? Oui, non, de Aïn Defla. C'est Aïn Defla. Oui. Aïn Defla. Abdelbasset Bani. Abdelbasset Bani. Romancier. Alors, au lieu du lundi prochain, 17, ce sera un décalage de 2 jours, ce sera mercredi 19 à 15h, toujours. Au même moment que l'atelier artistique, notre atelier artistique on fait, mais ça va, il y a de la place. Et après, on reprendra le lundi avec monsieur Remé, qui est parmi nous, et ce sera modéré par Aïkerti, qui est aussi parmi nous. Il semblerait que ça s'est confirmé. Oui, changer d'avis. Tout est relatif dans la vie. Voilà, et voilà. Donc ça, c'est pour le mois de février. Nous sommes également en train de préparer un petit, c'est pour ça d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Mendirouche des activités ici à la bibliothèque Sophia, c'est parce qu'on va aussi en faire au centre Pierre Claverie. Donc on aura probablement un concert de musique andalouse Ma'adarifen. On aura un conférencier, on est en train de négocier, j'attends un coup de fil pour confirmer les noms. Et on aura plein de choses aussi durant le mois de Ramadan, mais ce sera ailleurs. On ne peut pas tout faire en même temps. Et après, à la bibliothèque Sophia, on reprendra nos activités habituelles dès 15h. Voilà, donc à la date de Sophia, avec le café culturel ou avec d'autres partenaires, ou la bibliothèque Sophia. Voilà, sinon, je passe la parole à Salima pour présenter Inès. Oui. N'est-ce pas? Elle est là. Bonjour. Bonjour. Alors, on bascule. Voilà. Alors, oui, je dirais pas non. C'est plus dur. Je dirais pas. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Le café culturel Belloran est heureux de vous recevoir, cher public, à Bibliothèque Sophia. On est aussi heureux de recevoir aujourd'hui Inès Hayouni, que voici. On est heureux, pourquoi? Parce que je l'ai invitée parce que pour moi,
elle répond à plusieurs attentes. Elle est jeune, elle est belle, elle est intelligente et elle est poétesse. Ouais. J'espère être à la hauteur de ces compliments. Ouais. Ah, vous le serez. On commence par le commencement, bien sûr. On essaiera de présenter notre invitée, Inès Hayouni. Inès Hayouni, elle est diplômée de l'Université Lorraine, langue étrangère appliquée. Absolument. Voilà. Elle est aussi responsable d'une start-up. Marketing, oui. Marketing. Voilà, toute la Comme ça, le deep tech. Oui, la deep tech, exactement. Je ne sais pas ce que c'est. Ce qui est relatif à l'informatique, pour faire un cours. N'est-ce pas? Et Oui. vous y êtes toujours? Depuis quelques mois, non, je me consacre pleinement à mes recherches, au journalisme, à l'écriture de mon livre actuellement. Voilà. Que ça fait 5 ans que je travaille là-bas, je pense avoir exploré tout ce que je pouvais explorer. C'est-à-dire, déjà, dès le départ, elle lance le projet d'un troisième livre. Oui, Voilà, c'est bon. Je sais aussi, c'est juste quelques éléments, je sais aussi que vous êtes, on a fait appel à vous pour être membre d'un jury Plume. Caplume, exactement. Voilà. Donc, l'école supérieure d'architecture à Alger a fait appel à moi pour être membre d'un jury, d'un concours littéraire pour les jeunes auteurs ou aspirants auteurs ou peu importe, justement, pour démocratiser l'idée que la littérature, c'est dans tous les domaines, c'est pas juste le domaine littéraire ou autre. Oui, j'insiste sur ça, c'est pour voir, c'est-à-dire, vu son jeune âge, elle touche déjà, elle a plusieurs, c'est-à-dire plusieurs expériences, c'est intéressant. Et aujourd'hui, on l'invite en tant que poétesse. Poétesse, autrice de 2 recueils de poésie. Le premier, c'est Métamorphose, 2021, Absolument. n'est-ce pas? Absolument. Édition Khayel, Oui. n'est-ce pas? Et le deuxième, c'est Ikigai ou Ikigai. Ikigai. Ikigai, c'est japonais, vous allez expliquer. Oui. C'est édition Rubiya. Al-Qubiya 2023, c'est récent. Absolument, oui. N'est-ce pas? Ce sont vos seuls 2 recueils et le troisième qui va venir. Qui est un roman, donc je change de N'est-ce pas? sphère, oui. C'est bon. Je m'essaie à de nouvelles choses. Voilà. La poésie, comme vous savez, on va pas débattre le pourquoi du comment, on va laisser la poétesse parler. Moi, j'ai préparé quelques problématiques, quelques thématiques et on laisse la poétesse parler. C'est juste pour commencer. Je sais que vous n'étiez pas toujours poétesse, à l'écrit bien sûr. Absolument. Il y a un événement qui a enclenché chez vous l'écriture, la poésie, n'est-ce pas? Exactement. Et bien sûr, ma question, est-ce que pour être poète, pour passer à l'acte d'écriture, il faut passer par la douleur pour Écrire, absolument pas. se découvrir? La douleur, non. Je pense Parce qu'il que faut... vous, c'était le deuil, Oui, la non. disparition d'un être cher. Et Absolument. c'est dans la poésie que vous avez trouvé la maison qui Un refuge. n'est-ce pas? Allez-y. Merci. Bon, déjà, j'ai pas eu l'occasion de le dire, donc je tiens à vous faire part de ma gratitude. Merci d'être tous et toutes présents et présentes aujourd'hui au sein de la bibliothèque Sophia, qui est quand même un lieu chargé d'histoire et de symbolique. Donc, c'est toujours très émouvant de partager des moments de sincérité autour de la poésie avec des gens qui ressentent la vie et avec tout ce qu'elle a à nous offrir. Donc, j'aime bien commencer ma présentation avec le fait que je n'ai jamais été prédestinée à l'écriture parce que de mémoire, quand je pars dans des rencontres littéraires, les écrivains sont toujours là à dire oui, j'ai commencé à écrire à 4 ans et j'ai commencé à lire à 12 ans et ça m'a énormément nourrie. Et de facto, je pense que ça met cette idée que pour écrire, il faut déjà avoir un lourd bagage derrière soi, que ce soit en lisant ou en écrivant, et ça aide énormément, bien entendu.
mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Par exemple, j'ai commencé à écrire à 21 ans et c'était la première fois que j'écrivais. Donc je ne m'étais jamais essayé à ça. Bien sûr, je compte pas les rédactions à l'école, mais produire un contenu qui vient de mon âme ou de ma tête, c'était la première fois que je le faisais. Mais c'est vrai que j'ai été introduite à la poésie bien avant. C'est-à-dire que j'avais un professeur de français au lycée qui m'a fait découvrir la poésie, notamment le courant des poètes maudits. Donc, généralement, quand on parle d'art, on a un attrait vers tout ce qui est beau, l'esthétique, c'est ce qui prime. Et à contrario, ce qui m'a plu chez les poètes maudits, c'est justement cette capacité d'être vulnérable et de parler des choses un petit peu moroses sans qu'il y ait une certaine culpabilité derrière. Et cette capacité qu'avait justement, que ce soit Baudelaire ou Rimbaud, Apollinaire ou Mallarmé même, de redorer les malheurs les plus férins, d'apporter cette enjolivure à ce qui est forcément ou probablement balayé sous le tapis. Et je me suis dit, c'est ce qui me touche. On a tous des préférences, on a tous des affinités avec certains courants ou mouvements artistiques. Moi, ça a été vraiment le registre élégiaque, la mélancolie, parce qu'elle donnait une place à toutes ces personnes ou à tous ces sentiments qui étaient marginalisés. Mais vous avez commencé par la mélancolie quand même. Exactement, c'était le destin, 10 ans avant. Et j'avais jamais écrit, mais je lisais de temps en temps uniquement de la poésie. C'était le contenu littéraire que je consommais le plus. Mais maintenant que j'ai des bribes de ressouvenance qui me reviennent, c'est vrai que par moments, je disais à mon père, mais tu vois tous ces gens qui écrivent, c'est cool quand même. Il me disait oui. Je lui dis, j'aimerais bien écrire. Il me dit, tu écriras un jour. Je lui dis, mais j'ai pas quoi écrire, j'ai pas d'un vécu derrière moi, je suis pas dans la fiction. Donc, sur quoi je vais écrire concrètement? Il m'a dit, au moment voulu, tu écriras et tu sauras. Et quelques mois après, j'ai perdu mon père, Rahman. Et ça a été pour moi l'élément déclencheur, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'avais quelque chose à dire. Et c'était instinctif, c'était machinal, c'était pas du tout réfléchi. Je traversais un deuil. Et c'était un deuil assez particulier parce que moi, j'ai fait le chemin inverse, c'est-à-dire que j'ai eu mon bac, ensuite mon père est tombé malade, j'ai abandonné mes études pour prendre soin de lui. Donc je travaillais et je rentrais à la maison et j'avais pas de vie sociale du tout. Je sortais pas, j'avais pas d'amis, Donc j'avais constitué toute ma réalité autour de cette personne-là. Donc vu que cette personne a disparu un jour, c'est tout mon monde qui s'écroulait. C'était juste pas une figure paternelle. Donc il y a eu énormément de questionnements identitaires, questionnements existentiels aussi. Le chamboulement, voilà. Quand on perd un repère, peu importe la personne ou la chose, c'est assez troublant. Et l'écriture, la poésie était pour vous comme un exutoire. Voilà, une maison. Et je suis pas partie pour ça, en fait. C'est ce qui est drôle, c'est que c'est venu à moi. Je me suis dit, ok, j'ai saoulé tout le monde avec mes dialogues, donc comment est-ce que je peux faire pour exorciser ce qu'il y a en moi? J'ai commencé à écrire. À écrire, et je mettais ça toujours dans un tiroir. À un moment donné, j'arrivais plus à fermer le tiroir. Il y avait un amas d'écrits, de feuilles, et je les ai sortis. Et j'écrivais même quand je travaillais encore. Donc quand je partais au boulot, pendant mes pauses, j'écrivais. Et il y a une collègue à moi qui me disait, mais Inès, tu écris tous les jours. Est-ce que tu comptes en faire quelque chose? Je lui ai dit non. Il m'a dit pourquoi? Parce que c'est pas intéressant, à part si quelqu'un peut-être aime mon père, je vois pas à qui ça pourrait parler. Mais non, je pense que ça parle de l'universalité du deuil. Donc quelqu'un se sentira forcément touché par ça, ou ça résonnera en lui. Peut-être qu'il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais ça appellera quelque chose. Donc oui, pour moi, c'était la mélancolie. Mais j'ai beaucoup apprécié ça parce que ça me permet aussi de revoir mon passé maintenant. Donc je suis reconnaissante d'avoir mis sur papier tout ce spectre d'émotions, tous ces questionnements. Oui, absolument. Il y a quelque chose aussi, une autre maison qui vous interpelle. La plupart d'entre nous sont oranais par accident. Oui. On est né, on est oranais. Mais vous avez choisi Oran, vous l'avez choisi. Et pourquoi cet oranisme chez vous?
Vous aimez l'Oranie. Et il y a même une poésie qui s'intitule Oranie. Absolument. Où vous chantez votre amour pour cette... C'est plus qu'une géographie, c'est aussi... Une perception, je pense, de la vie, notre réalité actuelle. Peut-être, oui. C'était accidentel parce que après avoir édité ce livre, j'ai animé énormément de récitals de poésie, j'ai rencontré beaucoup de gens et je me suis dit, bon, ça reste quand même une poésie académique. Et je me suis rendu compte aussi que la poésie parlait à énormément de gens. C'est-à-dire que des fois, j'avais pas l'impression que c'était des récitals de poésie, mais plus des groupes de paroles. C'est-à-dire que je déclame un poème, il y a quelqu'un qui vient me dire, est-ce que tu as 5 minutes? J'aimerais te raconter ce qui s'est passé, il commence à déverser ça. Mais je me suis dit, d'accord. Je pense que si on retrace un petit peu l'histoire, le poète avait un rôle central dans la société. C'était parce que une société, c'est quoi? C'est un groupe fédéré. Normalement, on a tous des liens qui nous unissent. C'est des familles, c'est des tribus, Et justement, il avait pour rôle, ce poète-là, de rassembler des gens, ce qui est important au sein de notre société actuelle, qui est très dans le capitalisme et le techno-féodalisme, et ça, c'est autre chose. Donc, j'ai l'impression que maintenant, quand on marche, quand on échange, c'est une multitude d'individualités qui sont toutes en opposition. Et si on arrive à dialoguer, c'est uniquement sur le mode du conflit, mais on prend pas le temps de rester, de comprendre l'autre, de l'écouter réellement. Et je pense que pour revenir juste à ce livre-là, parce que tout est lié, je pense que c'est ce que je cherche à faire, en fait, à émuler ça de manière beaucoup plus réduite, bien sûr, à mon échelle. Mais je voulais recréer ces zones d'échange. Mais je me suis dit quand même, si ça reste académique, où est notre poésie populaire? Parce que comme j'ai dit, moi je consommais une poésie qui était très eurocentrée, encore dans le classicisme français. Par la suite, je me suis attaquée à Ikigai, donc la poésie japonaise. Et je me suis dit, notre poésie, elle est où? On y revient. Donc la poésie populaire, c'était quelque chose qui me travaillait. Donc pas les poésies de salon, pas les récitals, mais celle qui est chantée dans les ruelles, celle qui est chantée dans les champs agricoles, celle qui est vécue aussi. Quand je suis venue pour la première fois à Orange, il y avait une forte émotion parce que j'ai l'impression que les ruelles parlaient. Vous voyez, il y a vraiment un vécu qui est palpable, limite. Et quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, dans la poésie populaire, chez Al-Melhoun, c'est quand même l'Orani. C'est Msranam aussi qui m'a accueilli, c'est Wahran, Donc j'ai fait mes recherches, je me suis dit, mais ça me parle. Et je vais l'arrêter là. Elle n'est pas seulement poétesse, notre Inès Hayouni. Elle est aussi journaliste et chercheur dans le Taurat, comme on dit, dans le rail. Continuez. Oui. Alors, c'était quelque chose qui me parlait. Voilà, je me suis dit, mais Shad al-Melhoun, c'était à une époque. Là, on a autre chose. Cette autre chose est le rail. Où est le pont entre les deux? Et c'est là où j'ai trouvé Hajj Miliani, qui faisait des conférences magnifiques et qui nous expliquait qu'il y avait justement des fragments de poésie populaire dans les chansons rail actuelles, comme Biyada Qalmour, qui a été reprise par Cheb Khaled ou Blaoui Louali dans les années 50. Mais avant ça, c'était Hajmi Ben Smir. Donc ces poètes-là qui ont porté, encore une fois, un rôle central et un message. Et Biyada Qalmour, ça parle des relégués algériens qui ont été portés en Nouvelle-Calédonie. Et exil. Et ça parlait de la souffrance de l'époque. Donc, c'est toujours un fragment d'un continuum historique qui se doit d'être alimenté à chaque fois. Chez nous, Anna El-Goual, c'est lui qui faisait ça. En Grèce, on a les Aèdes. En Afrique de l'Ouest, il y a les griots. Donc, à chaque fois, il y a cette entité-là qui est importante et qui raconte un vécu. Et s'il n'y avait pas ces personnes-là, on n'aurait pas compris que le rail actuel, justement, émule la même chose. Donc, voilà. Et je voulais aussi aborder un autre point qui est à la lecture de votre poésie. Il y avait une certaine correspondance. À la lecture d'un de vos poèmes, peut-être que vous allez l'identifier, j'avais en tête le poème
de Guillaume Apollinaire, Oui. Sous le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau. Non, c'est beau ça. Faut-il que je m'en souvienne, la joie venait toujours après, vienne la nuit sonne, et là, voilà, et là je vais vous lire quelque chose, n'est-ce pas? Je mets toujours des petits clins d'œil. Je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui a des affinités pour Apollinaire, il les reconnaîtra. Alors, 12 09 58, allez, comment tu fais On a tous le code maintenant. J'arrive pas. Je vais, vous me pardonnez, hein, parce que c'était, voilà. Mais oui, il y a des thématiques qui reviennent toujours. Je pense qu'on n'échappe pas à ces influences. Bonjour Manal. Permettez. 12 0. خلاص ذكر فضنا. Voilà, et c'est à la lecture de Le Quai Ketani. Oui. Le Quai Ketani, sur le Quai Ketani, la mer renvoie ses effluves, elle ramène à la surface les déboires houleux de tous les hommes malheureux. Ils viennent ici pleurer leur chagrin, car si les êtres les renient, la mer les caresse par son embrun sur le quai Ketani. C'est-à-dire, moi, à la lecture de ce poème, je me suis rappelée Sous le pont Mirabeau. Et ma question est la suivante. Quelles sont les lectures, les poètes qui vous ont nourri, qui vous ont... Parce qu'il y a Apollinaire, mais il y a aussi d'autres. Oui. Et ce qui est drôle, mais je suis très émue parce que c'est la première fois depuis 2022, ces poèmes existent. Et personne n'avait dyslexie, qu'il s'agissait du recueil Alcool surtout. C'est celui-là que j'ai étudié en première, donc en deuxième année lycée, et c'est celui-là qui m'a beaucoup inspirée. J'étais presque, c'est Nuit Renan. Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune 7 femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout, chanter plus haut en dansant une ronde, que je n'entende plus le chant du batelier, et mettez près de moi toutes les filles blondes, au regard immobile, aux nattes repliées. Le Rhin est ivre où les vignes se mirent, tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y refléter. La voix chante toujours à en râle mourir, ces fées aux cheveux verts qui incantent l'été. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Et c'est ce mythe, justement. C'est beau. La poésie, elle nous entraîne, même si on ne comprend pas tout, mais on est entraîné. C'est cette image, ce mythe du marin-pêcheur, poète, qui m'a toujours habité, qui m'a toujours fascinée. La mer, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans mes écrits. Et c'est aussi cette capacité à s'adonner. Donc tout ce monde chimérique, des fées, du chant du batelier qui nous hante l'esprit et qui nous amène loin. C'est comme si c'était une expédition, bien sûr palpable à travers la mer, mais aussi une expédition en soi. Donc cette introspection qui nous permet de nous comprendre dans un monde qui est si vaste. Donc il y a le Quai Ketani, il y a aussi Salaman. Salaman, oui, parce que j'ai pas... J'ai eu la chance de côtoyer quelques... Lisez, hein, c'est toujours bon. Quelques poètes. Bah oui, c'est des marins poètes aussi. Hein. Salaman, c'est salamandre. Salamandre, oui. Salaman au Badelhal. Salaman au Badelhal. Donc ça rappelle aussi cette idée de s'adonner. Révèle-moi tes secrets, ô mer adorée. Berce-moi au rythme des vagues. Emmène-moi là où les sages divaguent. Toi qui d'un rythme précis cahotes mes pensées. Histoire harmonieuse aux 1000 péripéties, délivre-moi de mes souffrances cadencées. Ton périple est chaotique, ô amante fidèle des marins, protagoniste éternelle des voyages chimériques, aide-moi à retrouver mon chemin. Donc la mer comme boussole à chaque fois. Donc j'ai des registres, il y a des thématiques qui reviennent souvent et on n'échappe pas à ces influences, encore une fois. Donc il y a aussi Rimbaud, que je lis pour répondre à vos questions, j'ai un petit peu tergiversé. Salaman, exactement, oui. Le salamandre, et c'est comme ça.
c'est comme ça qu'ils ont appelé Salaman Salaman. Il y a aussi, à la lecture de sa poésie aussi, j'étais interpellée. Vous abordez aussi, peut-être quand vous allez parler de Ikigai, vous nous dites, racontez pourquoi le choix de ce titre, parce que Métamorphose, on comprend pourquoi, parce qu'il y a le deuil. C'est Jacques Prévert aussi. Vous donnez trop d'importance à des petites choses de rien du tout. Oui. Le détail, l'insignifiance, mais sous votre plume poétique, ça devient un instant qui révèle l'éternité aussi. Immortel, absolument. Voilà. C'est comme ce poème de le Soulard, c'est ça? Livre en rouge, quelque chose comme ça. Souleur, il me semble. Ou Souleur, ouais, voilà. Ouais. Voilà, c'est ce côté-ci, et ça m'a rappelé Jacques Prévert, parce que Jacques Prévert, il a ce génie de transformer le petit détail insignifiant en beauté. Oui. En fait, c'est deux registres très différents. Celui-là est plus élégiaque. J'y aborde des thématiques de souffrance, de deuil, de rapport à l'autre, donc l'altérité qui revient. Et bien sûr, il y a aussi les lieux communs, les figures prophétiques. Je parle beaucoup de la femme, parce que ça a été une muse pour plusieurs poètes, donc il me devait de rendre hommage à la femme aussi. Il y a des moments historiques. J'ai un poème dédié à Jamal Ben Smaïl. Comme je disais, c'est important d'alimenter en temps réel ce qui se passe pour que la mémoire collective et que tout un chacun puisse rajouter sa pierre à l'édifice et que ce soit quand même... À la fin, on ait une mosaïque qui est aussi vraisemblable que possible parce que mon expérience est différente de la vôtre, de celle de Manel, de celle de Malouane. Donc, voilà. Et quand j'ai fini ce recueil, vu que je ne voulais absolument pas être écrivaine, moi, mon but, et ça, je pense que j'aurais dû commencer par ça, c'est que quand mes amis m'ont poussé à faire un livre, je me suis dit, mais non, qui va le lire? Ça n'intéresse personne, donc je vais pas le faire. Ils m'ont dit, mais oui, mais tente quand même. J'ai contacté toutes les maisons d'édition, c'était un non catégorique. Non, la poésie ne se vend pas. On dit souvent ça alors que c'est faux. Je mets deux recueils sur l'exemple. Et non, quand on est primo-écrivain, c'est compliqué de commencer quand on choisit la poésie. Donc je me suis dit, bon, si des professionnels me disent que non, donc c'est non, quoi. Pourquoi est-ce que je m'acharne? Mais je me suis dit, ça parle de deuil, c'est important. Et à un moment-là, il y a l'aspect un petit peu égoïste qui rentre en jeu. Je me suis dit, je veux avoir quand même une preuve physique et comme une relique de mon deuil que je peux garder, un hommage à mon père qui a été une figure très importante. Donc je me suis dit, si je fais le livre, ce sera à but non lucratif parce que j'ai été garde-malade de mon père, j'ai vu l'état des hôpitaux et j'ai compris que les malades, surtout, bon, je peux parler de mon expérience, donc les personnes atteintes de cancer, manquaient d'énormément de choses dans les hôpitaux d'Alger. Donc je me suis dit, si je fais ce livre, ce sera pour moi, donc j'aurai la copie physique, mais surtout pour que l'intégralité des recettes soit déversée aux associations et aux personnes atteintes de cancer. Donc il n'y avait aucun but littéraire derrière. Je savais même pas qu'on pouvait créer des cafés littéraires et des clams. J'étais déconnectée complètement. Donc, une fois que ça s'est fait, j'ai lancé l'appel sur les réseaux, il a été en rupture. Les gens me demandaient, ok, maintenant, où est le reste? Je dis, mais j'écris pas. Je dis, mais tu as écrit un livre. Je dis, c'est pas ce que je veux faire. Donc, on m'a dit, si on attend la suite, écris autre chose. Et vu que j'avais jamais écrit, je me suis dit, bon, je peux pas attendre un autre deuil pour écrire quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Vous avez pensé à la vie? J'ai pensé justement à la vie et à ce moment-là, je commençais à m'intéresser à la culture japonaise, en l'occurrence à une période bien précise de l'histoire qui s'appelle la période Heian, donc Heian qui veut dire paix en japonais. Et cette période-là a légué un héritage littéraire énorme. C'est durant cette période qu'a été écrit le premier roman psychologique de l'histoire de l'humanité, le Genji Monogatari, le dit du Genji. Quelle période? Médiévale, donc de 792 à 1100 et quelques. Et durant cette période-là, la poésie était au centre de tout. C'est-à-dire que les gens rendaient hommage à chaque moment de la vie. Elle remplaçait les demandes en mariage, les mémorandums de la cour impériale se faisaient à travers des poèmes. Et ils essayaient de voir le beau partout, dans le quotidien. Nous, on a tendance à vivre un peu dans cette frénésie et de ne pas prendre le temps d'intérioriser chaque chose, chaque événement. Et je voulais justement, je me suis donné comme défi de prendre
une période, donc une année de ma vie, où j'allais essayer de me concentrer sur absolument tout et toutes les belles rencontres. Parce que des fois, on est dans un train. Je parle d'une femme que j'ai rencontrée dans un train en faisant Alger-Oran. Et peut-être que si j'avais pas écrit ce moment-là, je l'aurais oublié. Alors qu'à ce moment T, cette femme était très importante dans ma vie parce qu'elle m'a appris quelque chose, elle m'a évoqué quelque chose. Elle a procuré en moi un sentiment que je ne pouvais pas ignorer. Donc déjà ça, c'est assez pour écrire quelque chose. Un petit destin, oui. Et donc voilà, c'est la poésie japonaise qui m'a... C'est pas Jacques Prévert pour le coup, mais c'est la poésie japonaise qui m'a inspirée, qui m'a imposé de convoquer tous les éléments de notre réalité à travers des poèmes. Ça me rappelle aussi la forme, comment qu'on appelle les 4... Haïku. Le haïku. Oui. Moi, je m'intéresse à ça. C'était justement durant cette période que ça a été créé. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Donc la période réelle, on vise à tout. Instantanée et qui est éternelle. Voilà. On immortalise l'éphémère. Voilà. Il y a, peut-être que ça a un rapport direct, il y a un mot qui se répète et qui est vraiment souvent dans votre poésie. Vous savez lequel? Le mot amour. Ouais. Aimer. Ouais. Amour, amoureux. Là, vous avez l'amour filial, l'amour paternel, l'amour de la patrie, l'amour de la nature, le bien-aimé, et bien sûr ce qui va avec l'amour, la séparation, la déception, le désamour, l'incompréhension. Et vraiment, il y a cette hyper thématique chez vous. Oui, bah c'est la force créatrice, l'amour, j'ai envie de dire. C'est ce qui nous lie, c'est la condition humaine. Dans ce second recueil, j'ai beaucoup été inspirée aussi de Rimbaud, le poète aux semelles de vent, où il disait le jeu est un autre. Et j'ai pris la peine justement d'écrire chaque poème à la première personne du singulier parce que je voulais inviter les lecteurs à plonger dans leur souvenance, pas à s'identifier à mon expérience en pensant ah oui, elle parle de son père, ah oui, elle parle de son bien-aimé, ah oui, elle parle de sa rupture. Non, je veux qu'ils aillent à plonger dans leur vécu et d'affronter ça pour avancer. Donc l'amour, oui, c'est ce qui fait tout, et puis on prend le risque d'aimer en sachant ce qu'il y a après. Et c'est ce qui nous forge aussi. C'est mieux que de ne pas aimer. Absolument, absolument. Ouais. C'est nécessaire plus qu'autre chose. C'est vital. C'est inhérent à qui on est. Et aussi écrire, pour citer Annie Ernaux, qui écrit « Si je n'écris pas, j'ai l'impression que mes expériences s'évanouissent ». Donc au moins, j'ai sur papier une partie de ma vie. Et je ne comprenais pas vraiment ça il y a quelques années, mais maintenant, d'ailleurs, quand tu m'as demandé de faire la rencontre, j'ai repris le livre pour essayer de choisir les poèmes que j'allais déclamer et tout. Et j'ai l'impression de lire le journal de quelqu'un d'autre. Je suis en dissonance avec la Inès d'avant et je me suis dit, heureusement que j'ai écrit ça. Maintenant, je sais comment je réfléchissais en 2020. On ne peut pas répéter la même chose. On ne peut pas répéter la même chose. Et on oublie surtout. L'être humain oublie. On est émerveillé par notre écriture. Oui, je disais à mon ami, j'étais là, c'est moi qui écris ça, regarde. Il y a une sorte de satisfaction et on se découvre à chaque lecture. C'est vrai. Autre chose, احنا في وهران كعارف تشرف نقولوها وغادي ضروري غادي نزعفك. J'ai découvert aussi chez vous une certaine authenticité, une certaine mise à nu. Oui. C'est-à-dire vous vous révélez qui tout double avec vos faiblesses, vos fragilités, le côté inachevé chez vous. Et vous le dites tout doux comme ça, c'est comme cette poésie qui s'intitule « Mise à nu ». Je vais être honnête pour une fois, je ne suis pas fière de moi. Oui. Et vous terminez sur la lancée. Oui. Oui. Vous avez ce côté, c'est-à-dire que vous ne vous prenez pas trop au sérieux. Hein? Oui, j'aime pas les gens qui se prennent au sérieux. C'est un truc qui m'insupporte parce qu'on sait tous, on se voit. Peut-être qu'on fait semblant quand on sort, on met un masque et bon, si c'est un milieu académique, on est tiré à 4 épingles, professionnel, kiff, mais il rentre à la maison, on a tous les mêmes complexes, on se remet en question, mais on veut pas se montrer. Et je trouve que ça peut être problématique parce que dans ce recueil-là, j'ai compris en discutant avec les gens que dans les moments de douleur extrême, on ne prétend pas. On n'a pas la force, justement, d'ériger des murs et de mettre ce masque-là.
on est authentique. Et d'ailleurs, je dis souvent que nos moments de tristesse nous rassemblent plus que nos moments de joie, parce qu'on est entier. Ouais. Et On c'est se la joue pas, voilà, pas paraître. non, et c'est dans cette entièreté qu'on arrive à se comprendre et à voir l'autre, le rapport à l'autre, l'altérité qui revient. C'est en dialoguant, c'est en partageant ce qui ne va pas réellement qu'on peut avancer en tant que société. Parce que si on met des œillères et tout va bien et moi je vais bien et c'est lui le problème, on va jamais aboutir à quelque chose. J'ai l'impression que les plus belles choses naissent de la douleur. Absolument. Donc là, il y a eu un petit peu une touche de Boris Vian, parce qu'il était très dans l'autodérision, et je voulais vraiment mettre ça parce que quand j'ai fait ce recueil, les gens étaient là, oui, la petite Baudelairette, et elle est très dans le classicisme, c'est des poèmes imagés, on voit les mystiques, on voit la césure, on voit. Donc dans celui-là, c'était très libre. Et j'ai mis ce poème mise à nu pour justement dire tout ce qui va pas, tout ce que je pense qu'il ne va pas chez moi. Et c'était aussi une invitation pour que les autres prennent 2 minutes pour se dire que rien n'est trop sérieux en vrai. Voilà. Voyez-vous, je n'ai pas, c'est-à-dire c'est riche, vous avez beaucoup de thématiques dans vos écrits, ce sont les principales thématiques que j'ai décelées. Maintenant, c'est à vous de nous dire qu'est-ce que vous avez comme projet, qu'est-ce que vous comptez faire, surtout le rail, voilà, vous avez carte blanche. Merci. Donc, vous voulez qu'on commence par le rail? Oui, allez-y. Alors, quand j'ai commencé du coup ma quête pour la poésie populaire, ce lien d'authenticité, cette soif pour tout ce qui est réel dans mon Algérie actuelle. Parce qu'il y a beaucoup de nostalgie, c'était mieux avant, et les années 90, mais il se passe des choses maintenant aussi. Il y a des vérités, il y a un vécu actuel, dont on sera sûrement nostalgique dans quelques années, et on ne prend pas le temps d'apprécier les choses telles qu'elles sont maintenant. Donc je me suis dit, moi je suis algérienne, je suis algéroise, j'ai aucune famille ici, je ne connais pas la culture, ni de près ni de loin. Je vais me donner comme défi de venir ici et de m'imprégner d'absolument tout. Comme le concept du flâneur, t'as Baudelaire, d'errer dans les rues et d'essayer d'absorber tout ce que la ville peut nous donner. Donc j'ai fait des balades architecturales. Sans a priori. Sans attente. Donc, déjà marhaba. Et j'ai fait des balades architecturales. J'ai rencontré des gens, j'ai voyagé. Mes recherches m'ont amené principalement à Mostaganem. Je suis restée là-bas 7 mois environ, donc des allers-retours. Et j'ai compris ce que c'était la poésie populaire. Enfin, humblement, j'ai pas tout compris, mais ça va. J'ai commencé à avoir des notions de poésie populaire, de rail actuel, des ponts qui se sont faits entre les deux. Je suis partie voir le mausolée de Sidi El-Khadr Ben Kholouf. J'ai compris la différence entre la poésie populaire, profane, la poésie mystique, religieuse. J'ai compris qu'il y avait un lien entre Shel Menhoud et après ce qui a donné le Meddahat, le chant religieux, mais aussi après il y a la poésie il y a profane à côté, le Meddahat profane à côté. Donc chaque partie narre une réalité. Les deux ne sont pas antinomiques, les deux ne sont pas en conflit. Mais c'est peut-être cette dualité qui m'a plu dans la société oranaise. Vous avez lu le dernier livre signé Kali? Oui, Mohamed Kali, j'en ai fait là. On m'a des raisons. Rail, on m'a des raisons, oui. La problématique t'as comme... Ouais, et ça... Oui. Non, la problématique de Kali, rail, on m'a des raisons, comme quoi le rail, c'est d'origine, c'est féminin, c'est les femmes qui travaillaient dans les champs. Rural. Dans les vendanges, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sa problématique. Ouais. C'est ça là aussi le conflit. Quand j'ai commencé mes recherches, il y avait beaucoup de sources différentes. Tout le monde, en vrai. C'est le recoupement. Oui. Mais c'est ce que dit Mohamed Kali. Et c'est pour ça que j'ai chroniqué d'ailleurs son livre sur le journal L'Expression. Oui, et c'était une lecture très complète, c'est-à-dire qu'il donnait les précédents économiques,
comment est-ce que le rail a commencé. Donc il y avait un certain contexte économique, colonial, les femmes dans les vendanges, les bergers qui sont solitaires. Des éléments solides. Des éléments solides, il y a des annotations, il y a des références très détaillées. Et ça s'est fait sur plusieurs décennies. Il a pris le temps de le sortir, j'ai envie de dire, au bon moment, parce qu'on a toute une vision complète. Et c'est là encore l'importance que chacun, bien sûr, mais que chacun puisse apporter sa vérité, parce qu'il ressort aussi des interviews avec des choses qu'on ne trouve pas maintenant sur le net. Donc c'est important pour la nouvelle génération, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, qui cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est comme ça, parce qu'il faut toujours des rappels vers le passé. Donc personnellement, ça a été une de mes meilleures lectures de 2024. Oui. Je l'ai acheté aussi là, donc j'ai pu le lire. Non, on a assisté à sa conférence. Oui, j'ai raté, malheureusement. C'était passionnant. Oui, il est dans le partage aussi, ce qui est important, de ne pas avoir en information. Et il alimente Koulish, que ce soit le social, l'économique, le musical. Et il ramène des spécialistes aussi, il ne parle pas à la place des gens. C'est ce que j'ai aimé, c'est que ses références, il donne nom, prénom, l'article du journal, l'article du livre, l'année. Donc, c'est une source très fiable. Et pour votre futur roman, c'est à propos de quoi est-ce qu'on peut avoir? Oui, bien sûr. Donc, au début, ça allait être un récit. Et j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses, on dirait que vous avez plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroir encombré de bilans. C'est un gros tiroir encombré de bilans, vraiment. 2024 a été riche. Peut-être parce que j'avais pas vécu grand-chose avant, que c'est venu d'un coup, plusieurs leçons d'un coup, et qui relèvent de réalités sociologiques. Donc je ne peux pas parler de ça sous le prisme, justement, ou le diapason de la réalité. Donc je pense que la fiction, c'est le meilleur moyen de joindre les deux bouts et de parler et de parler d'une réalité qui est là, parce que ce qui est le plus intéressant dans les livres, c'est, pour moi en tout cas, c'est les rencontres et débats qui viennent de pair. Donc pouvoir évoquer ces réalités de manière anonyme, mais sous le fil de la fiction, c'est le meilleur pas. Donc je parlerai de rail, bien sûr, mais je parlerai de tout ce qui est lié à la vie, des personnes que j'ai rencontrées là-bas, ce qui m'ont appris. On ne peut pas vivre sans amour, donc il y aura une histoire d'amour, oui. Et c'est pour quand? Et avec l'édition de ces livres, parce que les gens attendent. Oui, ce sera normalement en 2025. Parce que parallèlement, j'ai commencé récemment l'idée d'un podcast. Donc ce sera par saison. Et la première saison sera avec les artistes de l'Oranie, bien entendu. Donc il y aura Mohamed Kali, il y aura un entretien avec Mohamed Kali. Il y aura avec Ahlam Édition, vous avez lu l'article. Donc Abdelkader Hassi, qui est directeur de la production musicale Ahlam Édition, qui fait beaucoup pour la chanson Ghasba et le patrimoine. Oui, c'est Ahlam Édition, j'ai découvert qu'il y a une maison. Elle est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte à Hna, centre-ville Fleur Mystique. Il est en train de faire un aménagement pour avoir un studio chez lui. Et ils vendent des cassettes. J'ai pu avoir Tachir Klimo Saïdi, j'ai pu avoir Tachir Al-Janiya. Des vendeurs, des cassettes. Ils ont été produits chez Ahlam. Al-Janiya, elle a 9 albums avec lui. Ils sont enregistrés. Ça va. Ça va. Elle a dit pour ça. Donc il y a un intérêt. C'est juste que peut-être les gens ne savent pas. D'où l'importance de relayer l'information à chaque fois. Donc je parle de ça principalement. J'ai choisi le format audio parce que c'est pas tout le monde qui lit aussi. Et le podcast, les gens consomment ça de manière plus simple. C'est pas peut-être aussi chronophage parce que la lecture, c'est prendre le livre et se concentrer uniquement sur ça. Le podcast, on peut le lancer, faire autre chose en parallèle. Oui. Oui, peut-être que je suis déjà dans une époque différente, dans le sens où la poésie moderne existe. C'est-à-dire que j'ai puisé dans ça uniquement pour ne pas me soumettre aux règles de la poésie primaire classique. Donc, dans ce sens, oui. Par exemple, bon, c'est pas des calligrammes,
Mais il y a des poèmes qui sont déstructurés, déconstruits un peu, pour faire écho, par exemple, Imahada. Un exemple. Voilà. Vous pouvez le lire. Oui. Toujours bon. Donc, pour répondre à Apollinaire, donc c'était juste cette partie-là. Mais plus c'était les thématiques. Par exemple, il y a des poèmes qui font un clin d'œil à sa plume, comme La Lorelai, je ne sais pas quand vous avez lu. La Lorelai, c'est un poème d'Apollinaire où il parle de la femme qui est tellement belle. Donc tout le monde était obnubilé par sa beauté et ça lui a causé la mort par la fin. Donc quand j'aborde justement la femme, je fais un clin d'œil à Apollinaire tout en parlant de ce qui se passe actuellement. Pour revenir à la femme du train, donc c'était la période où je commençais à écouter le rail. Je prenais le train d'ailleurs pour venir d'Alger à Oran pour le festival du rail de 2023. Il y a tout, hein, le train, le trajet. Le trajet, le voyage, aller à la rencontre de quelqu'un. Chanson. Et il y a beaucoup de chansons d'amour. Et la figure féminine de Lorani, je me suis dit, elle devait être belle. Donc je me suis dit, c'est quoi la femme de Lorani? Et quand je me suis assise sur le train, il y avait une femme en face de moi, Laïbel, qui était très très belle, qui s'appelait Bouchara, qui était de Aint Emotion. Et je lui ai consacré ce poème et j'ai tout de suite fait l'association avec la Lorelai. Et j'ai rendu hommage à Apollinaire à travers ce poème, je vais le lire. Notre Bouchara. Combien de vies as-tu vécu? Si dans d'innombrables chansons, ton nom est apparu. Si dans d'innombrables déceptions, tu es responsable des amours déchus. Comment peux-tu être là, en face de moi, comme si tu n'avais pas déjà aimé plusieurs hommes autrefois? Telle la belle Lorelai aux yeux pleins de pierreries, dont on se demandait de quel magicien elle tenait sa sorcellerie, je t'ai tout de suite reconnu. Tu t'appelles Bouchra. Et ton sourire d'un blanc perlé ornait ta bouche pincée, qui a réussi à m'ensorceler. Bouchra. On dit de toi que tu es bien effrontée. Je n'ai pu m'empêcher de le remarquer car je t'ai longtemps regardé. Bouchra. Toi que je chante lors des soirées arrosées, je te rencontre enfin, qui plus est dans un train. Et lorsque tu t'es levé, et que ta main m'a effleurée, comme une caresse brève, qui brûle autant que le figuier d'antan et sa bouillante sève, je n'en ai pas eu assez. Voilà, donc j'essaie de rendre hommage, de faire des clins d'œil, de parler du vécu, tout ça en même temps. Voilà. Mais la figure féminine, c'est vraiment une figure qui est présente dans la poésie, que ce soit comme ça, ou je dénonce un petit peu. Il y a un poème qui se veut féministe, on lui attribue cette qualité, mais c'est plus pour dénoncer les injustices que subissent les femmes, qui sont véritables, et aussi ce regard libidique par moment qui n'est pas souvent apprécié de la part de certains hommes, tout ça. Donc j'essaie de mettre tout ça sur papier. Je vais essayer de retrouver. Voilà. Donc, tout bêtement, il s'intitule Femme. Victime historique d'injustice perpétuelle, créatrice de vie, symbole de sécurité. De ton bonheur et fierté, tu es en permanence volée. Emprisonnée dans des rôles réducteurs et sempiternels, dotée d'un désir de liberté foudroyant, tu as bravé les interdits d'une société vindicative et criminelle. Élévation de conscience, rébellion et prise de pouvoir, le passé remarquable de tes aïeuls et le carburant de ton espoir. Tu es la colonne vertébrale de l'humanité, la main-d'œuvre esclave d'une société patriarcale, l'intelligence effacée par la corruption morale. Mine de courage et de résilience, je suis constamment ébahie par ton intrinsèque bienveillance. Sororité adulée, la plus sincère des alliances. La nature est témoin de ton autosuffisance. Énergie solaire, organisme autotrophe, innocuité menaçante, fatiguée et amorphe, éternelle incomprise, dérangeante apostrophe. Ta grandeur est irréfutable et ton impact est substantiel. Reconnaissance inusitée de ton amour inconditionnel.
Icône imposée des plaisirs charnels, entourée d'identités démoniaques, tu n'es pas respecté. Viendra-t-il ce beau jour où tu ne seras plus réifié? Merci. Écoutez, si vous avez des questions, si vous avez des à dire, quelque chose à dire, c'est ouvert. C'est juste, oui. Bien sûr, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Quelle différence y a-t-il entre les deux livres? Alors, il me semble que nous avons entendu, donc c'est le premier, donc c'est le 4 6, c'est après la mort de votre papa, donc c'est le deuil. Absolument. Et le deuxième, ça relève un petit peu de la culture japonaise, du moins le titre. Voilà. Et qui signifie quoi exactement? Ikigai, c'est une philosophie japonaise qui veut dire la raison d'être ou la joie de vivre. Ce pourquoi on se réveille chaque matin et on affronte la vie, donc cette force motrice. D'accord. C'est en quelque sorte une résilience, vous avez fait le deuil, non? Oui, j'ai pu faire mon deuil à travers la poésie. Donc la différence pour vous répondre, c'est que le premier est très personnel, donc c'est mon vécu, mon rapport à l'autre, ma vision de la vie, mes questionnements identitaires, mes questionnements existentiels aussi. Parce que le deuil, c'est vraiment pas facile à gérer en fait, et ça change d'une personne à une autre. Donc c'était pas vraiment facile pour moi de m'identifier à quelqu'un d'autre. Donc j'ai constitué un petit peu un spectre et un repère, un ancrage à travers ce recueil qui est très élégiaque, qui est très inspiré de la poésie classique. Donc c'est très imagé, c'est très donc le nombre de strophes aussi est respecté. Le second, c'est une célébration de la vie, c'est une liberté. Donc on retrouve cette liberté même dans l'écriture. C'est une poésie moderne, on va dire. Voilà. Et vous avez retrouvé de l'inspiration? Oui, je pense que oui. Je pense que j'ai beaucoup plus de facilité. D'ailleurs, je le dis dans le poème Mise à nu, j'écris quand je suis triste principalement. Donc oui, j'ai cette propension à la mélancolie, l'amorosité, mais j'ai appris en tout cas à voir le beau dans la vie et dans tout ce qu'elle a à nous offrir. Et je pense que certains poèmes en témoignent, donc, dont les hommages que j'ai rendus aux régions que j'ai visitées, comme le poème sur l'Oranie, le poème sur le Sahara, sur la rose de Jéricho. Beaucoup d'amour. Oui. Aimé, parce que ouais, je pense que c'est ça le fil d'Ariane de mon écrit, c'est l'amour. J'espère avoir répondu. Et à part la poésie, quelles sont d'autres lectures, si c'est pas indiscret? Je lis de tout, en vrai. Je lis beaucoup de littérature contemporaine algérienne. Je lis Habib Tangour, que j'aime énormément, qui est un poète moustaghanémois. Je lis Manal Benchou, qui est aujourd'hui présente, Sans l'ombre d'un remords, c'était une de mes lectures de l'année passée. Je lis des essais aussi, donc Misère de la littérature de Jawad Touati. J'ai préfacé 2 livres de l'écrivaine Fella Andalousia, donc c'est aussi des lectures que j'incorpore dans mon corpus. Et donc de tout vraiment. Vous avez nommé Fella Andalousia parce que c'est en partie, je vous ai découvert grâce à Radio Sans Voix, que je remercie, lorsqu'on a préparé une interview avec vous concernant le rail, oui. Radio Sans Voix. Je vous ai découvert aussi au Salon Silla. Ah oui. Mais aussi avec Ikigai. Mais aussi, surtout, c'est grâce à Fella Andalousia. C'est une femme vraiment formidable, tu fais beaucoup pour généreuse, la littérature. Et vraiment, je l'admire, cette femme, et je la respecte parce que vraiment, elle se donne à fond pour ce qu'elle fait, et je la salue d'ici. Salut. Coucou, Fella. Mais vous faites aussi beaucoup de belles choses ici, il y a des gens... Oui, respect, mon ami.
dont vous, la bibliothèque Sophia qui accueille tellement d'écrivains. J'ai aussi eu la chance d'être bien entourée. C'est pour ça que j'ai continué mes recherches. Il y avait des âmes bienveillantes. Il y avait Ghalem Bouha, Radio Samba, qui a énormément... Et c'est lui qui m'a contacté, qui m'a envoyé votre... Oui, il m'a accueilli. On a beaucoup discuté. C'est vraiment quelqu'un... Et j'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes qui ont nourri cette passion pour l'Oran. Un autre? Oui. 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 Non, en fait, mon fil d'Ariane s'est fait inconsciemment, je pense. Maintenant, a posteriori, tout a pu décanter. Je sais, j'ai une idée claire de certaines périodes de oui, voilà, ce recul-là qui m'a été nécessaire, mais sur le moment, j'étais dans un état second. Comme j'expliquais, c'était pas juste perdre un père, c'était un univers qui s'écroulait. Je savais plus qui j'étais. J'étais garde malade pendant 4 ans. Donc, oui, donc quand on n'a plus justement ces obligations du quotidien, je suis restée comme ça, me dire, mais j'étais pas à la fac, donc j'avais pas le train de vie d'une personne de mon âge, entre guillemets. Donc je me suis dit, mais je fais quoi, je deviens quoi Donc c'était inconscient d'écrire. Et je me suis rappelée de cette parole de mon père l'année passée. C'est-à-dire mes premiers cafés littéraires, je disais oui. Je disais oui, j'écrivais, ça a dû se faire, mais c'est bien après que je me suis rappelé que c'est vrai, j'en avais parlé avec mon père là. Moi, il disait tu auras quelque chose à dire aux gens et tu seras écouté, mais si c'est juste écrire pour écrire, ça vaut pas la peine. Oui, donc c'est revenu au moment opportun. Donc je pense que ma rencontre avec la poésie s'est faite de manière fortuite, mais elle avait un but. Mon rapport au deuil, pareillement. Et celui-là, c'est juste plus une célébration de la vie, le second Ikigai. Donc, le premier, c'est le deuil, le deuxième, la célébration de la vie. Voilà, merci. Moi, c'est mon pas à poser question, moi je profite. Oui. Si on vous dit... allez-y. Alors, le premier a 21 ans et le second 2 ans après, donc 23. Voilà. Pour vous, la poésie, c'est votre patrie ou c'est plutôt l'exil? Je pense que... Non, mais si je devais répondre instinctivement... C'est plutôt... c'est mon... Non, mais c'est une bonne question. Je pense que les poèmes éponymes répondent. Je parle de Rani, je parle de Sahara, je parle d'Erlet de Timimoun, je parle de Janet, je parle du Keketani, je parle donc... L'Algérie est présente. Et je voyage beaucoup et je pense que, pour revenir à Rimbaud, qui voyageait énormément, qui se servait de ça pour écrire aussi sa poésie ou sa prose, peu importe. Donc je pense que le voyage alimente énormément la personne que je suis déjà et mes écrits, qui n'auraient pas pu voir le jour sans l'Algérie. Donc c'est une patrie et pas un exil. Je pense que même dans mes écrits, je me confronte à ma réalité. Il n'y a jamais ce besoin d'évasion. J'aime pas la fiction et l'évasion, j'aime pas tout ça. Et pourtant, la fiction nous permet de dire des choses. Oui, je pense que vu que je suis en train d'écrire un roman, j'utilise la fiction pour les autres, pour préserver cette anonymité, cette injonction à la pudicité. Je la dois à l'autre, mais pas forcément à moi. J'ai pas de problème à me dévoiler telle que je suis. Je me prends pas au sérieux, comme vous l'avez dit avec le poème Izanu. Je suis un livre ouvert, je pense. Oui. Ouais. C'est très gentil. Je découvre une jeune femme rayonnante, belle, qui respire vraiment l'intelligence.
et la poésie. Donc, dégager de la poésie. Ah, c'est très gentil, merci. Et bon, maintenant, je n'ai pas lu vos livres, mais bon, j'ai quelques questions qui me Bien sûr. comme ça. Bon, vous m'inspirez à mes livres. Je connais. Je ne sais pas si vous aimez. Oui, je pense que le rapport au Japon, peut-être. Voilà. Ma première question est liée au Japon. Votre passion de la culture japonaise, vous vient-elle? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, comment dirais-je, quel est le rapport? Je n'ai pas extrêmement bien saisi le rapport entre le Japon et le rail. Est-ce que c'est distinct entre les deux pays ou pas? Et la troisième question, parce qu'on est tellement, Oui. on pourrait même prendre un café. Grand plaisir. Franchement, vous m'inspirez quelque chose d'incroyable. C'est très gentil. C'est pas parce que vous venez d'un autre monde. La dernière question que vous venez d'un autre monde, ces 4 années, vous avez été dans malade. Je pense que l'univers vous l'a bien rendu. Et puis, pour revenir à la question de la dame, je pense aussi que on est très bon avec l'écrivain. On est écrivain, et c'est la destinée qui fait qu'on devient écrivain. On est destiné à devenir écrivain. Et en vous écoutant, on sent beaucoup que vous êtes de grands lectrices. Et donc, je ne sais pas si c'est Félix qui m'a dit, une fois, il m'a dit, vous savez, devenir écrivain, il faut avoir beaucoup lu. Ensemble, vous avez beaucoup lu, vous avez dévoré des bouquins, vous êtes abonné, vous voulez. Donc, bon, on revient à mes questions. Oui, donc, je sais nous. il y a cette culture, cet amour à la culture japonaise. J'ai une réponse qui est d'actualité, mais qui n'est pas du tout poétique. C'est-à-dire que je suis dans un groupe Discord. Je ne sais pas si vous connaissez Discord. C'est un réseau social et tout, où plusieurs amis discutent. Et mes amis sont fans d'animés, de mangas, etc. On me dit, ah, Inès, regarde avec nous. Je dis non, je la cobrée, j'ai 21 ans, j'ai 22 ans, je ne vais pas écouter ou regarder des choses de gamins. Mais une fois, je m'ennuyais, ils avaient mis donc un manga et je regardais pas l'écran, mais j'écoutais comme un bruit de fond les dialogues. Et après, c'était interpellant, l'intonation, parce que c'est en japonais. Hein. Je me suis dit, peut-être qu'ils sont en train de dire un truc intéressant, la manière dont ils livrent les paroles. Donc, je me suis connectée sur l'écran et j'ai vu, je me suis dit, mais c'est très poétique quand même, c'est très philosophique, c'est profond. Il y a de la substance. Et je me suis dit, bon, mais c'est quoi le rapport entre peut-être ce monde-là et la poésie? Donc, j'ai fait mes recherches et je suis tombée sur l'époque Heian. Donc, à chaque fois, avant d'aborder une culture, je vois l'histoire. C'est mon premier repère. Et de fil en aiguille, j'ai vu qu'ils avaient des musées de poésie. J'ai pas vu ça ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sacralisé limite chez eux. Donc c'est comme ça que je suis tombée dans la culture japonaise. La deuxième question, le lien entre le rail et la culture japonaise, c'est-à-dire ce que j'ai pris de l'époque Heian, donc l'époque de paix, c'est la philosophie poétique. C'est comment célébrer le quotidien, voir le beau dans tout ce qui existe en fait autour de nous. Donc convoquer l'émerveillement de manière quotidienne. Donc c'était en chevauchement avec mes recherches à la rail. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce qui m'interpelle? Dans les chansons rail, il y a l'amour qui revient. Il y a la charge symbolique du lieu. On parle beaucoup d'Oran, on parle de Gambetta, on parle de Sif Mesranem Salaman. Il y a certains chanteurs qui sont natifs de là-bas qui parlent énormément de ça. La résistance, le côté de militantisme aussi. La joie de vivre. La joie de vivre, voilà, le côté hédoniste un peu, épicurien, tout ça. Et aussi le mythe du chanteur de rail. Donc c'est quelqu'un qui aime la vie, qui dit les choses crûment, qui s'assume et qui se cache toujours tard. Non, je suis le miroir d'une société. Donc c'est un petit peu le bouc émissaire. Donc j'ai convoqué tous ces éléments-là en m'inspirant de la manière d'écrire et d'honorer le vécu de l'époque japonaise. La troisième ici. Ça tombe à pic avec le festival de rail actuellement en France. Oui, Rai Nation. Ouais. Qui célèbre le rail, donc ça se tombe bien. À la troisième question, je ne sais plus, mais en tout cas, vous êtes magnifique. C'est gentil. Merci. Continuez, vous avez quel âge? J'en ai 26. Franchement, 26 ans. Vous avez un avenir. Une belle promesse, une très belle promesse. Je pense que vous êtes vraiment alimenté par votre passion et je pense que vous irez loin. C'est très gentil, merci.
Ça vient du cœur en tout cas. كيقولوا لي وعلاش واحد ماشي قلت لهم عيطت لي وقعدت j'ai été accueillie, je suis restée. Et يسلمك. Vous avez fait vos études là-bas? Non, en distanciel. En distanciel, Oui, n'est-ce pas? il y a des possibilités chez certaines universités de suivre un cursus de licence ou de master ou de doctorat même en distanciel. Vous n'avez jamais été installé là-bas? En France? Non, je partais en voyage, c'est tout. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que vous êtes le pur produit de l'école algérienne. Non. Malheureusement, j'ai fait l'école française. Mais, D'accord. mais mon vécu... Mais le pur produit de la société algérienne. Absolument. D'accord. Parce qu'on me demande aussi pourquoi tu écris en français. J'ai étudié comme ça. J'ai consommé de la littérature francophone. Et ça me frustre parce que j'aimerais écrire en arabe, parce que c'est la langue... C'est Hadj Meliani qui le dit d'ailleurs, il y a une certaine beauté. Et c'est percutant que de parler, de chanter dans la langue circulante. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous vous êtes rattrapé quand même, vous vous intéressez au rail. Oui, j'essaie de rendre l'appareil en tout cas. Voilà. Oui, Mohamed. En ce qui concerne la relation par le rail avec l'écriture, il faut signaler qu'un roman qui écrit et les années 70, puis la fin des années 70, il a investi في الريبرتوار تاع الراي. هذا الرومان صرا عليه سكوندال وتمنع وكل شيء. من اسمه من؟ نسيت لو تيتر تاع الرومان، بس هذا الرومان اللي خدم على الراي تاع بصح لا بروميير فوا دون ليستوار دو لالجيري، مام لا ستريكتير تاع لو تكست راح كيما الستريكتير تاع لا شونسون راي. هو الرومان تاع حميد العياشي اللي كان في الجنون والانتحار في 86. وسو رومان اللي دون لو ريبرتوار تاع لا ليتيراتور الجيريان هو لو دوزيام ابري لو رومان تاع بوزيتراو اللي دار ان ديكليك في ليكريتير وفي لا فيزيون. ومن نقول حميد عياشي ابار ليكريتير، حميد عياشي ثاني بارمي لي بروميي اللي خدموا على الراي، ولو بروميي جورناليست اللي دار انترفيو مع الشاب خالد في 79. وأنا عنده كتاب مثل ما خرج دار مام دار الراي قبل ما يظهر هادو راينا راي جماعه بارمي لي دار تاع الراي الشيخ مقلش الديبي تاع لي زان 60. والمهم بالرومون تاعه مام لا فورم تاع لا شونسون تاع راي كان داخل في الكتبه تاع لو ستيل تاع الكريتير راح كيما لو ستيل تاع لا. نرجعوا للهايكو. الهايكو ثاني الى اي رولاسيون افيك ليبوك اللي رانا فيها. تقدر الناس ولا تهدر صوالح تاع تويتر تاع بالخط وما في الباتريمون تاعنا من تشوفي الهايكو تشوفي الرباعيه تاع عبد الرحمن المجدوب. كان يكتب شكل تاع الرباعيه تاع الباتريمون. هذا المهم. قريت انا دي دال تاع حميد العياشي اللي بتاعو. لا الاول ذاك الفنون الانتحار خير. لا ترجمه فرنسي. صح. même des dalles on voit le style expérimental l'écriture c'est pas. نعم هو تم تدخل من تدخلي فيه الريميتي مع الريميتي خالته ولا عمته ولا يقول عمته. ومع زرقي الله يرحمه زرقي فرمي لي الوالد اللي جدو برا. الرومان هذاك تشوفي ما بسلام وكل شيء. C'est bien de le lire. Oui, il y a une traduction. Non, on a bien. En bas, je prendrai les noms. Merci beaucoup. C'est Mohamed Benzion. C'est à les rencontres qui enrichissent justement. C'est un membre fondateur du Café culturel Ballon. Ah ben oui. Enchanté. Oui. Oui, mademoiselle. Je peux vous filmer? Non, oui, allez-y. Comment se fait la transition? Est-ce que la poésie s'impose d'elle-même? Je pense que bien sûr la structure diffère, mais quand je vais donner à lire à certaines personnes, on me dit que c'est profondément poétique. Ça reste, je ne pense pas que ce soit quelque chose dont on puisse se détacher complètement. Mais c'est compliqué de muter comme ça, parce que ouais, des choses un petit peu concises ou plus courtes, ou de pas m'étaler dans le détail du détail de chaque événement, et de justement laisser, parce que j'aime bien laisser le lecteur lire entre les lignes, et j'ai compris que ça devait se faire autrement, c'est-à-dire que comment préserver cet aspect-là, de pas trop en dire, mais de détailler en même temps. Ça a été compliqué, la transition est compliquée. Des fois, je me dis, là, je fais pas, mais j'ai promis aux gens. Donc, il y a toujours ce petit combat, mais la plume reste poétique, ça change pas.
Oui, une autre intervention, un petit éclairage, une question. S'il y a des gens qui veulent déclamer aussi, ملتا مرحبا. Oui. Mhm. Oui, Ammar Houari. Je pense que la poésie et les poètes Houari. on a toujours prêté au poète un grain de folie, une possession par des êtres, par des génies et tout ça. Et ça permettait de les dédouaner, de dire des choses que la société ne pouvait pas dire. Et en même temps, la société aussi, elle a besoin de ça, parce que dans les sociétés humaines, il y a la tentation de totalitarisme. C'est vrai. Et la voix, la poésie, on ne peut pas la cerner. On ne peut pas, elle dépasse, elle dit des choses. Elle est dans la dit des parole. choses qu'on ne peut pas, qui ne sont pas raisonnables, qu'on ne peut pas expliquer, qu'on peut pas. Donc elle échappe. Elle est volatile, elle est vaporeuse. Donc elle échappe à l'émetteur et au récepteur. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut la comprendre, parce que une fois qu'elle sort, C'est au lecteur. elle est réception différente selon les personnes. C'est-à-dire, elle n'est pas discours, elle est parole. Oui, et le reste, ça joue ce rôle dans notre société. Où on pouvait dire, sinon on y trouve, on pouvait dire à travers des choses qu'on ne pouvait pas dire dans nos sociétés, en famille. Et on donnait cette licence aux chanteurs, aux poètes, aux troubadours, aux bars, de dire tout haut ce que les gens ont envie de dire. Ça les dispense de dire, à travers grâce aux poètes, ils ont envie de dire aux sociétés. Ils échappent, la poésie échappe. On ne peut pas, même dans les sociétés totalitaires, On ne peut pas la condamner, parce que c'est jamais. Et d'ailleurs, on a voulu même, il y a eu la tentation même de cerner, par exemple, il y a Joseph Brodsky, qui était un poète soviétique, à l'époque de l'URSS et tout ça. Il a été mis en prison, il a été arrêté et tout ça pour ses écrits. Et devant le juge lui a dit quel est votre métier? Et Brodsky lui répond, moi je suis poète. Et le juge lui dit, vous avez fait des études pour être poète? C'est-à-dire, vous comprenez, c'est quelque chose qui leur échappe. Il ne veut pas que tout soit formaté, soit conditionné. Et la poésie, elle a toujours joué ce rôle d'échapper à la même mise de la société. Justement, il y avait C'est ça qui ça. est important. Ma question serait, est-ce que vous êtes possédé? Peut-être. Oui, je pense qu'il y a certains pouvoirs systémiques qui ont pris conscience du pouvoir pour me répéter, du pouvoir du poète. Par exemple, durant l'occupation française, il y avait certains poètes de l'Oranie qui ont été exilés, justement, parce qu'ils représentaient un danger, ils éveillaient les consciences, ils rappelaient à l'ordre les gens, justement, encore une fois, de manière très volatile. Oui, mais moi j'aime bien dire les poètes parce que il y a l'aspect de l'oralité qui est inhérente à l'humain, même dans ses balbutiements. Avant qu'il y ait le langage, il y avait juste des sons pour avertir d'un prédateur, pour appeler à manger, pour vraiment des besoins primaires. Et ensuite, ce son s'est structuré petit à petit pour donner l'essence au langage. Et ensuite, à travers la poésie, c'est des sons. Enfin, il y a le rapport entre les mots et les sonorités. Donc, c'est ce qui rend les choses beaucoup plus simples à digérer déjà. Les enfants, c'est des cantines, c'est des choses simples, mais toujours qui restent en tête. Même quand on veut apprendre quelque chose, on trouve des subterfuges à chaque fois pour essayer de les retenir de manière à ce qu'il y ait toujours cette dimension de l'oralité, des sonorités, de la rythmique dans ce qu'on essaye de se mémorer.
Et pour le raï, Hadj Meliani disait toujours que la chanson raï, c'est le quotidien par excellence qui nous informe de ce qui se passe dans la vie d'un jeune Algérien. C'est cette éponge qui absorbe absolument tout pour en ressortir les bavures. Et je pense que c'est ce lien-là, comme vous dites. On ne peut pas vraiment condamner le poète parce qu'il est dans son monde, mais ce monde qui nous rassemble tous. Voilà. En fait, Oui. la poésie populaire, donc on ramène à la tradition orale. Oui, absolument. Et cette transmission. Moi, il y a quelques années, donc c'est grâce à une étudiante, et elle m'a fait rencontrer sa grand-mère qui a plus de 90 ans. Voilà. Et la grand-mère, elle nous raconte comment justement cette transmission justement de la tradition orale se fait. Et comme c'était la période de la colonisation, donc il y avait plein de chants, plein de poèmes sur les déportés algériens en Nouvelle-Calédonie. Et alors ce sont des poèmes et des chants alors qui parlent non seulement de la douleur, hein, c'est une maman, c'est une sœur, c'est un père, des femmes, hein, qui traduisent cette douleur. Et c'est terrible, hein. Et quand la vieille dame, la vieille grand-mère, elle a commencé à chanter, voilà, c'est le chant de l'exil. Mais à l'intérieur de l'exil, il n'y a pas seulement la douleur, mais aussi toutes ces injustices de la colonisation française. Absolument. Comment ils ont été spoliés de leur terre. Oui. Et puis il y a aussi la torture. Parce que la torture, on a commencé à en parler à partir de 54-62. Or, la torture, elle a existé, la torture est là depuis 1830, voilà. Et c'est une émancipation de l'exil. Et voilà, c'est des sons tellement douloureux. Elle avait 90 ans. Elle disait, ma mère me chantait, ma grand-mère me chantait, etc., etc. Et elle parlait souvent de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'était dans les années 1971, 1978. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça l'importance de la transmission d'un vécu, d'une histoire à travers l'oralité. Voilà, principalement, il y a des gens qui ne savaient pas écrire, qui ne savaient pas donc. C'est tellement important justement pour cette étudiante qui avait 22-23 ans. Je lui dis voilà, c'est pas la peine de vous faire un cours sur ça. Ça, c'est un cours. Voilà. Absolument. Voilà. C'est une actrice, voilà, de cette époque-là, qui vous raconte. Ils vivent leurs poèmes, ils habitent leurs paroles, vraiment. On voit que ça sort des tripes. C'est comme une réincarnation génétique d'un vécu. Merci. Oui, monsieur le Kefti. Oui, c'est plutôt un questionnement pas spécialement destiné à la jeunesse, mais c'est une problématique puisque les questions politiques. Je vois pas que l'idée c'est pratiquement pas encore de l'édition en fait. Oui. C'est vraiment pas bon. Alors ce qui est étonnant, c'est quand même la poésie, les gens aiment la poésie, aiment l'entendre. Et il y a de plus en plus de poètes en Algérie qui donnent les 3 langues carrément. Même en anglais, même en anglais, il y a beaucoup de gens qui écrivent en anglais aussi. Et je remarque que les éditeurs, généralement, ne sont pas prêts à risquer des fonds pour publier parce que c'est vraiment il y a je suppose qu'il y a aussi des gens qui veulent écouter, qui veulent lire la poésie. J'adore cette question. J'ai édité chez Caspar, Oui. apparemment. Quand je leur ai proposé un recueil de poèmes, ils ont quitté. Oui. On ne dit pas de poésie. Alors, la actuellement, elle vend beaucoup, et on verra. Comment ça se fait? C'est bizarre. Absolument. Ils vont aller embaucher. On a des cercles de poésie intellectuelle qui ne font que de la poésie. Il y a beaucoup de gens, même deux mots à la fois. Il y a Aragon qui a dit que la poésie, c'est pratiquement la vitrine d'un pays. Et il n'a pas parlé de la fiction de manière générale, la poésie. La poésie, c'est la vitrine d'un pays. C'est étonnant. C'est une question que je ne te pose pas spécialement. Oui. Mais je pense que je peux y répondre partiellement de par mon vécu. C'est-à-dire qu'avec ce premier recueil, c'était un nom catégorique, on ne va pas t'éditer, la poésie ne se vend pas. Donc, on part de ce principe-là. Mais j'ai quand même risqué, entre guillemets. Donc, j'ai fait à compte d'autrice, même si c'est avec Raël. Et je me suis dit, bon,
j'avais 100 exemplaires, je me suis dit, je vais les écouter à la 5 سنين, 10 سنين, mais allez, ils vont se vendre un jour. Et j'ai fait 5 éditions de ce livre. Et à chaque fois, il est en rupture. Donc je me suis dit, ok, j'ai arrêté parce que j'ai voulu. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait abus non lucratif. Après, quand il y a des gens qui ont commencé à prendre des commissions, je me suis dit, c'est problématique pour les gens, pour les cancéreux. Donc il y a une forte demande encore aujourd'hui pour ce recueil-là. Et la poésie se vend. Elle se vend de manière différente qu'un roman. Un roman, on peut le mettre sur une étagère et les gens vont quand même être intrigués, lire l'intitulé, vouloir l'acheter, ou là, une pub sur les réseaux, ça suffit. La poésie se vit. Il faut organiser des récitals de poésie. Il faut que ça vienne du cœur aussi. Il faut que ce soit un partage. Je vous ai dit, la majorité des premiers récitals de poésie, c'était des groupes de parole. Vraiment, c'était des cercles de parole où tout le monde venait partager ses préoccupations, son vécu, peu importe. Et c'est quand ils sentent ce lien avec l'autre, ce lien avec la vie en général, qu'ils achètent le recueil. Donc, je pense qu'il faut revoir. Il faut revoir aussi le rapport qu'on a au marketing aussi. Parce qu'un recueil se déclame, il se sent avant d'être lu. Et la poésie se vend. D'ailleurs, j'ai écrit un poème dans la 4e de couverture qui se veut être manifeste pour justement rendre hommage à la poésie, parce que tout le monde m'a dit, ok, tu peux faire un roman. Et là, si je pouvais, j'avais un manuscrit. Lisez-le. Oui, mais c'était voilà, une sorte de militantisme pour prouver une seconde fois, parce qu'il est épuisé, c'est pour ça que je n'ai pas ramené des copies Maria, que la poésie se vend. Dans les tréfonds de mon encre, j'aperçois de nouvelles réalités. Si les souvenirs restent les mêmes, leur enjolivure n'est que vanité. Écrire demeure un problème pour ceux qui invectivent la vérité. Mon ikigai est poétique, il vous conte la vie en musicalité. Il rejette toute lecture prosaïque, même s'il est victime de sa fiscalité. Mon ikigai aux ascendants homériques rêve d'un avenir sans inégalité. Parce que voilà, aux ascendants homériques, la poésie remonte à très longtemps. Et il rêve d'un avenir sans inégalité. Je vois qu'il y a de plus en plus de poètes, de plus en plus de personnes qui osent, quand ils ont les moyens, bien sûr, d'éditer. Et ça marche pour ceux qui se donnent les moyens. Donc, juste revoir la façon dont on vend la poésie, et tout ira pour le mieux, parce que j'ai produit que ces 2 recueils, je suis toujours sur la scène littéraire algérienne avec un intérêt, alhamdoulilah. Donc, la poésie marche. C'est pas moi, c'est elle. Donc, voilà. Nous allons profiter de l'occasion pour poser la question. Voilà, on va tous partir en groupe. Oui. On va faire un tour tout à l'heure. Aujourd'hui, à contrario, on a un truc paradoxal en Algérie, c'est extraordinaire. On a plus de maisons d'édition que de librairies. Oui, ça c'est un autre. Il faut se poser la question. Il y a plus de. J'ai entendu dire qu'il y avait 90 maisons d'édition qui sont présentes au niveau du Sahel. Et en Algérie, il n'y a pas 90 librairies. En ville comme Oran, on a 3 ou 4. Non, peut-être qu'il y a 90. Du tout. Il y a des villes à part. Moi, j'ai j'ai 6 mois dans un livre. Après ça, il n'y a pas une librairie. Il y a des papeteries qui vont vivre. Ouais. Oui. Oui, Wari. En restant dans nos... N'est-ce pas? On a Inès Hayouni, on a poésie. Oui. Alors celui-là, je le donne en version PDF parce que je veux garder le but premier qui était juste de partager la poésie, donc c'est pas monétaire. Et le second, dans toutes les librairies, juste quand il sera réapprovisionné. Donc prochainement, je mettrai sur mes réseaux sociaux les adresses. Oui. À quel niveau? Elle dit que la librairie le dit qui m'a de mer, il me semble. Mamoun. Voilà. Oui. 6 mots. Non, 6 mots. Oui. Ouais. Messieurs, dames, on va clôturer cette rencontre. Elle va nous lire
de son choix quelques textes poétiques et après elle va donner le mot de fin et puis on se dira à bientôt pour le 19 Abdelbasset Bani. Aussi, c'est un jeune romancier qui a été primé جائزة رئيس الجمهورية. Il écrit enfin صحة علي معاشي. Et le 24, ce sera notre ami Monsieur Ramil romancier, n'est-ce pas? Inès Hayouni, à vous la parole, à vous la voix. Je vais vous déclamer un poème de Métamorphose et un poème Oui. On commence par le triste, on finit par le rani. Parce que quand mes récitals de poésie, je rends hommage à mon papa Naïmo. Et ce poème est dédié à lui, c'est-à-dire qu'avant de publier mon livre, je m'imaginais qu'il était en face de moi et je lui disais, voilà pourquoi je faisais ça en fait. Je n'y crois pas. Des illusions ou déni, je suis confrontée à un combat. Moi seule face à l'ennemi, je n'ai pour compagnon que ton aura. Pareil à une fleur flétrie, mon cœur abandonnera. Mon bel enfant, je t'ai failli. J'espère que tu me pardonneras. Ta compagnie était bénie. Ta compagnie était bénie et je le ressens maintenant que tu n'es plus là. Apeurée en pleine nuit, ton esprit tente de me bercer, pour consoler mon innocence meurtrie, pour accomplir ma destinée. Une destinée à laquelle je ne crois plus depuis que ce monde corrompu a réussi à nous séparer. Je n'y crois pas. Je n'y crois toujours pas, mes entrailles sont déchirées, je n'arrive plus à respirer. Mon papa, j'ai tant besoin de toi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu sais, je le fais pour toi. Je t'aime. Je te le dis encore une fois, je veux que ton nom résonne. Je veux que les inconnus te connaissent. Des réminiscences en guise de cortisone. À travers ce livre, je veux te donner une deuxième jeunesse. Je parle de toi. Je parle de toi même si ça blesse. Je le fais aussi pour moi, pour combler ce vide qui m'agresse. Oh, c'est mignon là. Maintenant, on change de registre avec l'Orani. Tu es tombé amoureux sans me prévenir, des ruelles d'une ville dont j'ai entendu parler. Tu es tombé amoureux sans me le dire, des vagues oranaises au ressac modéré. Et j'espère que ces vagues arriveront à m'emmener vers ce que mon cœur désire, car il en a marre de chavirer. Et mon cœur réinvente à chaque saison son devenir, mais il aimerait auprès de toi rester, ô belle Oranie. Ô belle Oranie, pourrons-nous un jour nous unir, ou bien dois-je déjà songer à m'en aller? Pourtant, il reste tant de secrets que je dois découvrir et tant de beauté que je dois encore admirer. Maintenant qu'il t'a connu, mon cœur ne voudra jamais partir. Est-ce que toi aussi, de moi, tu comptes un jour te séparer? Est-ce que cette ville ne restera rien de plus qu'un lointain souvenir, alors que j'aurais tant voulu pouvoir à vie m'y abandonner? Déclaration d'amour. À Oran, oui, à Oran en général. Mot d'amour. Merci à vous tous et à vous toutes. Vraiment, très sincèrement, je suis ravie d'avoir échangé ce moment avec vous, plein de sincérité. Moi qui aime l'Oranie, j'espère lui avoir rendu hommage. En tout cas, merci pour tout ce que vous m'avez offert, tout ce qu'elle m'a offert jusqu'à présent. Et j'espère à bientôt. Voilà. Très bientôt. Merci. Moi aussi, j'aimerais dire que qui a dit que jeunesse en Algérie, ce n'est que dispersion. En voyant Inès, la jeunesse est espoir, promesse, beauté. Tahia al Jazair.